attention, la fin. Et vous êtes arrivé quand? Le premier, Le premier, en quelle année? en 1956. Alors ça s'est présenté au Capucin à Bordeaux. Ouais. Les deux épiciers d'Ourtin, M. Gachet et M. Tessier, ont rencontré deux épiciers de Bordeaux, c'est-à-dire mon beau-père, M. Feuillet et moi. Il nous a expliqué, en présentant le livret de famille à la mairie, on aura 3 à 150 mètres pour construire une cabane précaire et démontable. Je vous donnerai un document tout à l'heure d'originaire. Et on a commencé comme ça. Pour faire la première baraque, on nous a livré avec la mule. Parce qu'il n'y avait pas de chemin, pas de route. Il y avait le chemin, il y avait la mule et Pétard qui nous portait le bois de la scierie directement. On a monté la première baraque qui s'appelait le Rancho. Ouais. Et du bouche à oreille, nous autres au marché, au Capucin, on a trouvé des copains, d'autres commerçants qui étaient d'accord pour venir. Ça fait qu'on était exactement 12 en 1956. Et ça s'est fabriqué comme ça. Il y avait 4 ou 5 cabanes à la Chano. Et les pêcheurs suspendaient leurs filets pour les faire sécher. Monsieur Barrault, c'était la première cabane, mais elle était en dur. Alors, vous voyez où est le terrain de boule, si vous voulez, maintenant. Et bien, juste avant, c'est-à-dire juste avant la descente, le chemin qui s'en va au bout du canal. On venait les envahir. En fait, il n'y a jamais eu de bagarre ni de discussion, mais on sentait un froid, quoi. Je dis, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Nous, on est bien tranquilles ici. Qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter? À la Chano. Et puis à la Chano, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à la Chano? Par rapport aux gens d'Ourtin, très rapidement, ils nous ont pas du tout vu arriver comme... ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces bohémiens qui débarquent avec leurs planches. Moi, je vous parle des premiers cabanes, Oui, il n'y en avait que première, 5. Première, oui. La maison là et la maison là. Ouais. C'est tout, hein. Tout, hein, ouais. Avec ça. Alors après, naturellement, on a construit des cabanes. Mais en bois, hein. C'était... Beaucoup de coups de marteau parce qu'à l'époque, comme les outils étaient uniquement l'acier et le marteau, on entendait beaucoup de coups de marteau. Et souvent, le voisin avait besoin d'un clou, d'un marteau, d'une scie, ce qui fait que petit à petit, beaucoup de liens se sont créés par le fait que nous avions besoin les uns des autres. Et puis comme s'il y avait beaucoup d'enfants qui couraient de partout, les enfants venaient chez les uns, chez les autres, c'était les goûter chez les uns, les goûter chez les autres, ce qui fait que les parents, on ne connaissait pas leur nom, mais on disait c'est le père de Philippe, c'est le père de Eric, c'est le père de Patrick, ou c'est la mère de Claude, et c'est comme ça qu'on s'est tous un peu connus, mais sans absolument tenir compte des noms de famille. Nous ne connaissions que des visages et des personnes. Et c'est resté beaucoup, les anciens, c'est toujours pareil, on se connaît, on s'embrasse, mais quelquefois on ne sait pas tellement bien le nom de famille que l'on porte. Mais ça fait une ambiance très sociale, c'était vraiment l'entraide. On a fait ça de briques et de broc au départ, hein. Autrement, c'est toujours la même. Hein. T'as récupéré J'ai récupéré parce que moi je m'occupais de démolition de mes jardins, j'avais des gars, et ils vendaient des lots, et j'avais acheté des lots de bois, des trucs comme ça, et j'ai commencé comme ça. Le chalet a été fait avec des cajots d'orange. Ouais. Qui Donc venaient de vous la avez maison encore des morceaux, François d'ailleurs. à la barrière judaïque à Bordeaux. Ouais.
Et quand nous avons acheté, vu que c'était des cajots d'orange, ça faisait des intersections et les bêtes risquaient de rentrer. Alors nous avions maman, chez qui on est toujours resté, habité, qui avait dit, moi je ne viendrai pas coucher là parce que je ne veux pas avoir des bêtes qui rentrent dans la chambre. Alors mon mari a redoublé tout l'intérieur. Donc je vous ferai voir tout à l'heure Ouais. l'aspect intérieur du chalet et le chalet par lui-même tel qu'il fut fait au départ. Et voilà, donc mes parents, ils ont commencé à construire la maison donc, oui, dans les années 60. Alors c'était... ce qui était assez comique, c'est que tous les week-ends, enfin tous les samedis, on voyait débarquer des voitures. Bon, alors c'était plutôt des voitures anciennes, hein, on n'était pas très riches. L'ensemble, disons, de la population de la Chano était plutôt de classe moyenne, hein, puisque le but, ça avait été ça. Et quand on a commencé à 100 mètres d'ici, là où il y a tous les rhododendrons, Torancho, mais on ne rentrait pas. Hein. Il fallait travailler pour débroussailler. Parce qu'il n'y avait pas de tracteur à ce moment-là. Hein. Il n'y avait pas de bulldozer. Hein. Il y avait les bras et les outils. Hein. On a tout fait à la main. Hein. En 1957, on passait par le bourg, on achetait les pointes, on achetait le poulet, on achetait la tarte à frangipane et allez. Et le dimanche matin, on entendait bim pam poum pam dans tout la Chano. Tout le monde construisait son petit cabanon. Ah, ça c'était merveilleux ça. Il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien. Il n'y avait qu'une pompe communale qui était potable là au coin de la maison d'en face. Puis c'est tout. Alors, au point de vue commerce, nous n'avions rien sur place. Il y avait simplement l'Aquitaine qui passait avec un camion. Nous avions le boucher qui passait aussi. Et la laitière qui venait avec ses pots de lait. Et la laitière, c'était Madame Cisneros, qui à l'époque s'appelait Reine des gens. Et elle passait tous les matins avec les récipients de lait, avec son vélo. Et nous avions quand même, la caravelle existait déjà. Il y a eu une succession de familles à la caravelle, mais nous avions quand même un petit dépôt. Ils ne vendaient pas trop d'épicerie, mais c'était notre dépôt de glace, parce que comme nous n'avions pas d'électricité, pas de possibilité de frigidaire, nous avions des glacières. Et le dépôt se trouvait à la caravelle, et nous allions tous les jours chercher nos pains de glace à la caravelle. Le frigo, c'était la petite glacière et on allait régulièrement chercher le quart de glace chez Roger, à la caravelle. Et à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote, puisque il m'envoyait avec mon petit vélo bleu, le cajot et le pain de glace. Il m'appelait, quand j'étais petit, je ne voulais pas le dire, Petit Pierre. Alors, Petit Pierre va chercher le pain de glace à la caravelle chez Roger. Alors, de temps en temps, je posais mon vélo contre un acacia devant la caravelle. Et quand j'étais pressé, le vélo, je le mettais par terre ce jour-là. Je balance mon vélo, je prends mon cajot, je descends chercher le pain de glace. Je parle, je ne sais pas comment je fais. Et il y en a un qui me dit, dis donc, je crois que le glacier, avec son camion, il a reculé sur ton vélo. Et j'ai cru que c'était une plaisanterie, mais ce n'était pas une plaisanterie. La roue de mon vélo était en 8 et je ne te dis pas, quand je suis revenu à la maison, ce que je me suis fait mettre. Entre voisins impeccables. Quand ils voulaient jouer aux boules, les hommes, ils étaient derrière et qu'ils avaient les boules, ça cognait. Tout le monde se rejoignait, tout le monde revenait là sur le derrière du terrain qui était le plus propre. Et puis ils jouaient aux boules. Nous autres, les femmes, on tricotait, on lisait, on faisait n'importe quoi. Si quand on est arrivé, il y avait des pompes qui étaient... il devait y en avoir 1, 2, 3, 4 à peu près réparties sur la Chano. Et puis sinon, chacun faisait son propre puits. Mais alors, on avait une eau qui était de couleur jaunâtre, qui sentait les œufs pourris. Mais ma foi, alors bien sûr, on ne buvait pas quand même, hein, mais on se lavait avec, au moins les pieds. Et puis sinon, les bains, c'était au lac. Hein.
On partait tous les jeunes avec notre shampoing, notre savonnette, et puis on allait se baigner au lac. Le problème, c'est qu'on revenait encore plus seul, parce que les chemins n'étant pas goudronnés, c'était même pas des chemins blancs, c'était des chemins de terre. Et la terre ici, le sable ici, il est noir. C'est un sable noir. Voilà. Et à cette époque, il faut dire aussi il y avait beaucoup de jeunes, parce que les familles venaient avec les enfants, donc on était une ribambelle de jeunes. Et ce qu'il y avait de bien, ça durait longtemps, c'est qu'on se connaissait tous. Alors il y avait quand même 2 bandes, on va dire, entre guillemets, ça c'était assez marrant, parce qu'il y avait la bande qui était de ce côté, du côté vers la Caravelle, puis une autre bande un peu plus loin là-bas. Mais quand on se déplaçait, c'était pas comme maintenant 5 ou 6, c'était la trentaine. Hein. On se déplaçait à 30 à la fois, c'est-à-dire que chacun, on passait devant les maisons, hop, on en récupérait 2, on passait devant une maison, on récupérait ça, et puis on déambulait comme ça, dans la Chano, en chantant, en faisant du bruit, en se faisant engueuler. Après, on allait au lac, on faisait des feux, alors c'était interdit, mais c'était marrant. Et puis voilà, puis on traînait quand même assez tard, mais je veux dire qu'il y avait une totale confiance, parce que les parents connaissaient tout le monde. Et les seuls problèmes qu'il y avait, c'est quand on partait en bande au bourg, et là on allait au cinéma. Alors à cette époque-là, il y avait un cinéma qui n'était pas du tout celui-là, c'était un cinéma en bois, donc avec des bancs. Et évidemment, quand la bande de la Chano arrivait, c'était pour ceux d'Ourtin, la Chano arrive, attention, ils vont tout nous casser. On faisait du bruit, on chantait, mais on cassait rien, on n'était pas pire. On n'était pas des anges non plus, hein. On n'est pas des monstres. Mais on n'était pas des monstres quand même. Alors, bon. Sur le chemin du retour, je me souviens, il y avait une maison là-bas, il y avait un pommier, et c'était notre grand jeu d'aller piquer les pommes. Je suis arrivé, moi j'avais 8 ans. Oui. Et bon, on allait faire les courses des parents. Souvent on allait, quand on était en vacances, faire les courses au bourg, donc à pied souvent. Et au retour, on s'arrêtait dans les bois de la Chano, on ramassait des cèpes. Et on arrivait avec les courses et les cèpes. Et voilà, après la journée, on passait toute la journée au bord du lac. On avait des grosses chambrières de camions et on se baignait avec toute la journée, quoi. C'est que ça. Et après, mettons à midi, t'avais des gens, tu vois, t'avais plein de gens qui avaient une trompette, l'autre avait un clairon, l'autre avait, tu vois, tous ces instruments de musique pour appeler les gosses, pour leur dire c'était midi, parce que personne n'avait de montre à l'époque, nous on n'avait pas de montre. Alors, t'entendais les gens qui sonnaient la corne comme ça, tu savais qu'il était midi, allait tout le monde rentrer à la maison pour manger. Et l'après-midi, on repartait au lac et rebelote, on se revenait tout l'après-midi. Comme les routes, c'était que des chemins de sable, tu vois, noirs. On avait tous des pieds noirs, mais t'avais beau te laver les pieds, ça partait plus, c'était incrusté. Alors Ourtin nous appelait les pieds noirs. Les pieds noirs nous appelaient à Ourtin. On nommait les bacs à l'année parce que chaque fois que l'on débarquait à Ourtin ou la Chano, on se déplaçait dans le bourg. Quand on allait au cinéma, on était une trentaine de jeunes, on partait tous au cinéma. Et puis au retour, on piquait des pommes à droite et à gauche chez les gens qui avaient des pommiers. Et on suivait les tronçons, les trognons, et on arrivait directement à la Chano. Alors ils disaient qu'on était mal élevés, que c'était les bacs à l'année qui descendaient, enfin voilà. Ah ouais, c'était ça exactement. C'était bon souvenir, très 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 bon souvenir. Entre autres, il y avait une rangée toute la longueur ou toute la largeur de ce terrain-là. Papa avait des arbres, des fruits bien sûr. Alors là, il fallait les chasser souvent. Alors il allait faire un tour à la Chano, puis les trouver. Puis alors il disait aux parents, attention, hein, si vous ne pouvez pas garder vos enfants, moi je m'en occuperai, je ferai quelque chose. Et puis après, bon, ils avaient grandi, ça s'était arrangé, quoi. Et il y a un monsieur qui s'appelait monsieur Marthe-Goutte, qui se croyait propriétaire, parce que vous avez vendu quelque chose à quelqu'un, là? Non, pas du tout. Ah, ben pourtant,
Je vous assure, tu prendras le temps, elle lui dit après, parce que mon père s'était rencontré, tu prendras le temps d'aller voir, mais il y a quelqu'un qui te débroussaille chez toi. Oh, mais si débroussaille, laisse-le débroussailler. Il avait décidé, il travaillait là, il avait décidé de se faire une cabane, enfin un abri, je sais pas quoi, tranquille, tout seul. Il travaillait beaucoup, il était dans le monde, il était fatigué d'avoir beaucoup de monde autour de lui, il voulait se faire une cabane pour aller se reposer. J'ai débroussaillé, mais je suis malheureux parce que c'est pas chez moi, vous allez me le vendre, ce morceau de terrain. Ah non, il dit mon père, non, jamais je vendrai ça moi. Vous allez me vendre une parcelle, comme je viens de vous expliquer, une petite parcelle, il m'en faut pas beaucoup, hein, entre au début de votre propriété et puis en allant sur l'intérieur, quoi, sur 20 mètres de large. 20 mètres de large, ça me suffit. C'est ce qui s'est fait le 10 mai 1957. Eh bien, alors, il y avait Marthe-Goutte. Monsieur Marthe-Goutte, avant le père Noël, Romain Naum. Et il était là tout. Et c'est lui qui avait le premier l'électricité. Et puis il y a le père Noël. Et Noël, ils étaient bien petits. Hein. Et oui. Alors lui, il y avait tout. Hein. Lui, c'était le père de famille. Hein. Il connaissait tout le monde. Tout le monde était copain. On trouvait tout chez lui. Hein. Moi, je vendais ce qu'on vend à peu près encore aujourd'hui. Un peu d'épicerie. Beaucoup d'épicerie. Il y avait beaucoup des fruits, légumes. Tout le fond était de l'épicerie. Là, il y avait les légumes, on les sortait dehors tous les matins. Les légumes, ils étaient dehors. Ils étaient en face sur un présentoir qui faisait le double de celui-là. Et il y avait les bouteilles de vin. Le pain et les journaux. Il y avait le concours de la plus belle jambe une année. C'était tordant, alors ils sont montés sur les tables parce que c'était toutes les tables qu'on pouvait trouver, on les mettait à la queue leu. Les femmes? Que pour les messieurs. C'était Ah, que pour les messieurs. Et je pense C'est un gardien de la paix. C'est un gardien de la paix qui a les plus belles jambes. Qu'est-ce qu'on arrive. Moi, ce que je me rappelle, c'était à l'époque le Parisien qui vient, vous faisiez la glace. Vous vous rappelez les fêtes de glace. Ah ben. Ça remonte pas, c'était pas hier. Hein. Alors le Parisien, il arrive, il dit à Roger, il dit, vous faites la glace? Oui, il dit, je pourrais l'avoir un petit bout, un quart ou comme ça. Ouais, lui, il dit oui, ouais, il a coupé un bout. Il dit, moi, gardez la comme ça pour tous les jours parce que j'ai qu'une glacière là où j'ai loué. Moi, il dit, pas de problème. Bon, puis la semaine passe, toujours pas de Parisien. Il arrive un vendredi ou un samedi. Alors, il commande du vin, il prend des légumes, des fruits, tout ça. Et celui-là, il attrape une bouteille, il met une bouteille d'eau dedans. Alors, le Parisien, il regarde, il dit, mais je n'ai jamais commandé d'eau, moi. Non, c'est la glace qu'on m'a commandée il y a 2 semaines. Et puis mes parents, dans les années 80, période où moi je suis un peu partie, hein, normal, ils avaient construit, ils avaient fait une baraque où ils vendaient des frites et des crêpes devant la caravelle. Alors c'était une installation complètement hors norme. Hein. On avait demandé l'avis de personne, branchement, électricité à la caravelle, et ma mère faisait des frites dans un grand bassin comme ça, des gâteaux, et ça les gâteaux de Madame Chevreux, puisque mes parents s'appelaient... Alors maman l'appelait Madame la Frite. Mon père, lui, il était plutôt pas Monsieur Frite, parce qu'il passait plus de temps au comptoir. S'il pelait les patates quand même. Le trou de la Chano, il y en a un qui s'appelle le trou du facteur, parce que dans le temps, il y avait un facteur, quand il faisait sa tournée comme ça, il s'arrêtait, puis il allait se baigner au lac, et puis un jour, il tombait dans le trou et il s'est noyé. Donc depuis, ça s'appelle le trou du facteur. Et il y a encore ces trous? Oui, c'est encore. T'as le trou devant le ponton de la plage, là, bon, t'as plus que 3 mètres d'eau, parce que ça s'amène à force. Mais avant, t'avais beaucoup plus d'eau que ça. Et puis, en bout du canal qu'ils ont creusé, là, c'est le trou du facteur, après on appelait ça le trou du noyer. Mais là, tu avais beaucoup de fond, hein, tu avais 5-6 mètres. Hein, facile, ouais, la cloche de Sainte-Hélène était à l'église de la Capère, à Sainte-Hélène de l'Étang, puisqu'à ce moment-là, ils avaient fait les limites entre Ourtin et Carcan.
c'est bien, l'église de la Gapère était bien dans Carcan. Mais elle avait été récupérée parce que je sais pas, je pense que c'est le duc d'Épernon, le duc de l'Espard, qui avait dit cette cloche, elle doit revenir à Hourtin. Parce qu'ils ont été en bis-bis, je ne sais pas combien d'années. C'est Hourtin, c'est Carcan, enfin bon, bref, elle est revenue à Hourtin. Mais pour la déplacer, ça pèse très lourd une cloche, et puis pas de chemin, pas de rien de particulier. Alors ils ont pris des bœufs et une charrette, et ils l'ont montée sur avec cette charrette, quoi. Ils l'ont amenée au bord du Gaule. Le Gaule, c'est ce qui se trouve entre l'arrivée du canal et le lac. Ils ont monté la cloche sur ce bateau, cette barge, si vous voulez, et qu'ils ont remorqué un autre bateau. Et les gars, ils les amenaient à l'aviron. Et puis arrivé à un certain moment, au départ ça allait très bien, bon, ils étaient contents, ça va. Et puis ils arrivaient bientôt au bord, à la Chanot, et puis tout d'un coup, pof, la cloche a chaviré. Et alors les autres bœufs qui attendaient là, ben, ils sont repartis. Puisque la cloche était tombée, on n'a plus entendu parler de la cloche. Elle est restée là. Ah, je dis, vous avez entendu parler qu'il y avait la cloche de la Capère dans le Gaule là? Et il m'a dit, bien sûr. Et comment vous avez appris ça? Il m'a dit, on a appris et vous n'avez pas fait faire de recherche, quelque chose? Ben si, il y a un détecteur de métaux qui est venu. Et effectivement, il y a le détecteur a teinté, quoi, et a indiqué qu'il y avait du métal. Alors on en déduit que c'est la cloche. Voilà, mais on n'a rien fait depuis, on n'a pas fait de recherche pour savoir si la cloche était là. Oh, c'est dommage, lui dit mon mari, vous pourriez essayer de la récupérer. Pourquoi faire? Vous voulez qu'on vous la mette dans votre jardin? Dans le trou qui est à côté de la caravelle, le petit port là, qui est en contrebas, on avait mis sur les gros chênes, on avait mis une corde, on avait attaché le cordon et on traversait, on faisait Tarzan, on traversait tout le trou comme ça, avec la corde, et on se lâchait de l'autre côté. Et puis bon, c'était la fin des vacances, et puis il y a Yves Darzac qui dit ouais, je vais faire une dernière fois avant de partir à Bordeaux. Alors sa mère avait bien habillé un petit marin, à l'époque c'était des costumes petits marins, tout ça, des chaussettes blanches, tout ça, une dernière fois avant de partir à Bordeaux. Il s'élance, il lâche la corde au milieu, il se plante dans la vase jusqu'au cou. Alors depuis, on a surnommé Tarzan, parce qu'on disait toujours on va faire Tarzan, on va faire Tarzan. Puis ça lui est resté à lui, Tarzan. Je sais pas, les Lachanoniens, non pas Lachaniens, Lachanoniens peut-être. Lachanois? Non, c'est pas beau. Moi je dirais Lachanonien. Je sais pas. Pas les chemins. Non, je n'ai aucune idée. Des Ortinés, mais il n'y a pas d'appellation. Si, les Ortinés auraient tendance à dire, quand ils parlaient de nous, c'était les Bordelais. Et ça l'est encore. Les Bacalans. Malgré qu'on est plus ancien que pas mal d'Ortinés, ben, c'est les Bordelais, voilà. J'en sais fichtre rien. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ah, alors ça, les habitants de la Chanot, on dit. Il n'y a pas de nom. Mais non, c'est ce que j'ai vu sur quoi? Sur quoi je l'ai lu, ça? Ah, mais sur le journal d'aujourd'hui, au compte rendu des Olympiades. La Chanosienne. Aucune idée. Tu dis quoi? J'habite à la Chanot? Oui, on habite à la Chanot. La Chanot. Pas on habite à la Chanot, mais l'habitat par lui-même, non. Il n'a pas de nom. Il a peut-être quelque part, mais je ne sais pas qui. Ça me dit rien. Bonne question, hein? Et comment on vous a dit qu'on les appelle? Bah, je suis nouveau, hein.
Ah. Là, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas comment on nous appelle. Il y en a qui nous appellent des sympathiques, d'autres qui ont des gros mots quand ils parlent de nous. Très peu d'ailleurs, parce qu'on a presque fait des copains partout. Mais là. Quand on est arrivé ici, nous, le week-end, je me rappelle, moi c'est pas difficile, je descendais de la voiture et puis je partais. Je m'occupais pas des affaires des parents, rien. Je m'occupais de rien. Je partais. Direction les bois, les copains, vélo, la caravelle. Et puis, par contre, après, quand c'était l'heure du repas, midi et demi, 1h de l'après-midi, les parents, ils appelaient. Alors, il y en avait un, c'était le clairon, l'autre, c'était un coup de klaxon, l'autre, on appelait, ma mère, elle criait, qui. Il fallait que je rentre, l'autre, c'était autre chose. Enfin, chacun, on avait le petit truc pour que l'on rentre à la maison. Il y a 50% de sympathiques, il y a 50% de tocards. Hein. C'est sauvage, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de chichi, on est comme on est, on n'a pas de... C'est le côté sauvage, le côté brut qui fait. C'était mes meilleures vacances.